Et notre deuxième priorité, c'est que la France ne soit pas bloquée. Et nous nous engageons, conscients des compromis nécessaires, pour que des lois indispensables soient adoptées. Cette position, nous l'avons définie collectivement avec nos députés et nos sénateurs. Nous ne censurerons pas un gouvernement a priori et nous ne ferons pas partie de ceux qui feront tomber les premiers ministres. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, le torchon brûle. Oui, mais ma chère Cécile, j'ai pris tout à l'heure une actualité où je parlerai spécifiquement de Bruno Retailleau, donc je veux bien traiter le thème ici. Il y a quelque chose d'assez paradoxal On vous en remercie. de la part de Laurent Wauquiez, et c'est le fait qu'il a, au début de son discours, donné des leçons de comportement, voire de morale collective à cette Assemblée nationale, et lui-même a donné l'exemple de la plus exemplaire, si j'ose ce terme, incohérence. Comment est-il possible que, avec une argumentation que je trouve infiniment biaisée, ils viennent soutenir que il faut soutenir un gouvernement qui va mettre en cause la principale mesure qui constituait la différence essentielle des Républicains, par exemple avec le Rassemblement national. C'est une incohérence de la part des députés républicains qui s'explique, si j'ose une vulgarité, par la trouille immense qui les saisit à l'idée de retourner devant les lecteurs. Je suis persuadé que s'ils avaient eu le courage d'y aller plus tôt, ils auraient sauvé leur mise. Maintenant, s'ils y allaient, ce serait une catastrophe. Si Laurent Wauquiez accepte la suspension de la réforme des retraites, c'est pas par incohérence idéologique, c'est pas que soudainement il est devenu socialiste. Il le dit, c'est par stratégie politique et par volonté de stabilité politique. Donc ça, il s'en cache même pas. Et moi, je comprends parfaitement la stratégie des Républicains. Elle consiste aujourd'hui à se désolidariser d'un gouvernement macroniste pour ne pas en porter le fardeau et le bilan, tout en restant sur les bancs de l'Assemblée nationale en attendant 2027. C'est une stratégie qu'on peut remettre en cause, si tu veux, mais c'est une stratégie qui, pour moi, en tout cas, est cohérente. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau ne s'est pas opposé frontalement à cette stratégie non plus, parce qu'il a fait un communiqué qui était ambigu, mais qui n'était pas en affrontement non plus avec Wauquiez. Par contre, les vice-présidents des Républicains, eux, sont en affrontement frontal avec Wauquiez. Est-ce que c'est Retailleau qui les envoie ? J'en sais rien. Mais bon, ça me paraît cohérent. Lorsque Retailleau dit que, en réalité, le Cornu a complètement cédé aux socialistes et que c'est tout de même une opposition frontale, j'ajoute que certes Wauquiez parle de stabilité, mais tout ça c'est du vent en réalité. Derrière tout cela, tu as l'antagonisme Wauquiez-Retailleau. Ça, je veux bien qu'il y ait un Wauquiez un petit peu mauvais joueur dans l'affaire. Mais ce qu'il dit est quand même cohérent. Non mais cohérent, mais quand on lit ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, j'ai vu hier soir ou ce matin, peu importe, un député LR, qu'on connaît ici, Jean-Didier Berger, qui était maire de Clamart, qui maintenant est député LR. Vous me passerez l'expression régler ses comptes avec François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR. Bellamy tweet, il faut voter, un truc du style, il faut voter la censure. J'aurais voté la censure. Et Jean-Didier Berger lui répond, c'est pour ça que tu n'es pas député. Non mais est-ce qu'on se rend compte, non mais vous vous rendez compte du truc, que les types sont en train de se tirer à vue sur les réseaux sociaux. Et alors le must, c'est quand même le communiqué de David Lisnard, qui est pour moi, sur le fond, a raison de A à Z, sur son analyse. Mais que font ces gens-là encore ensemble? Alors, c'est déjà le communiqué de Lisnard, je ne l'ai pas lu. Alors, il est assez long, c'est pour ça que le résumé en... C'est très sanglant, c'est très cash. Vous le lisez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit sur la stratégie des Républicains? Je peux vous le dire parce qu'on l'a échangé avec... Il dit surtout qu'il est prêt à quitter les LR, en fait. Oui, bien sûr. Mais en même temps, lui, il n'est pas sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, la dissolution, ça ne l'effraie pas. Donc, c'est confort. Le tweet de Nouvelle Énergie commence par « Il faut censurer ». David Lisnard réagit à la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. Donc on a des gens qui sont dans un parti, qui ne sont d'accord finalement sur pas grand-chose, et dont on se dit que... Je vais faire un petit parallèle historique. Rappelez-vous, en 1936,
sous le Front Populaire, on avait dit que les communistes avaient inventé le soutien sans participation, parce qu'ils n'étaient pas au gouvernement. Et qu'entre 80 et 84, ils avaient inventé la participation sans soutien en étant dans le gouvernement de Pierre Mauroy. Mais là, les LR, c'est vraiment n'importe quoi. On censure pas, mais on vire ceux qui ont rejoint le gouvernement. On s'entretue. Ben non, mais ça n'a aucune cohérence. C'est normal. Mais ça n'a aucune cohérence. C'est normal. Mais ils ne veulent pas être dans ce nouveau gouvernement. Oui. C'est tout. Mais dans ces cas-là, qu'ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils censurent. Mais non, à quoi ça servirait? Si demain le gouvernement tombe, soit on va vers un nouveau Premier ministre qui ne proposera pas autre chose que le cornu, parce que de toute façon, il n'a pas le choix de rallier un petit peu les socialistes à sa cause. Soit, je sais pas, soit il y a une nouvelle dissolution, et dans ce cas-là, qui est le plus susceptible de gouverner? C'est le Rassemblement national qui veut passer la retraite à 60 ou 62 ans. Donc ce serait pas mieux pour les finances publiques? Non, mais les amis, que les Républicains, ils espèrent pas gouverner demain, quoi. Là, on est bien loin de l'intérêt de la France, on est d'accord? Oui, mais là, quand vous parlez d'unité en disant pour remettre de la stabilité, on n'est pas dans la stabilité. On est juste dans les appareils. Mais je pense en même temps si, c'est la stabilité politique. Je pense que vous exagérez les effets des antagonismes. On est dans une vie politique incandescente, mais moi je ne crois absolument pas à une fracture. On a connu des moments d'hostilité au sein des partis, ça n'aboutira pas forcément à une catastrophe. Oui, je suis d'accord avec toi. En plus, chez les Républicains ou chez l'UMP, etc., c'est monnaie courante. Ils adorent faire des duels de buffles comme ça. Il y en a qui ont été stimulants, des duels comme ça. Il y a eu De Villepin-Sarko qui a stimulé la concurrence comme ça. Il y a eu Chirac-Balladur qui était aussi assez fructueux. Je trouvais qu'à son... il y a eu Sarko-Chirac, mais Chirac était déjà en fin de course. Oui, c'est ça. C'était plus un règlement de compte personnel. C'était une trahison père-fils. C'était pas une lutte fratricide. Non, mais la grosse différence, les amis, c'est qu'à l'époque, ils faisaient 20% ou 25% des voix à la présidentielle. Aujourd'hui, ils font 4%. Oui. Je suis d'accord. Mais quantitativement, ça veut rien dire. Regardez, vous êtes c'est bien, Philippe, en minorité ici, et pourtant vous appréciez. Allez, vous voulez bien entendu commenter ce qui vient d'être dit. 0826 300 300. C'est Aude qui vous attend au standard. Ça nous ferait très plaisir de débattre avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et chers amis, je vous mets un peu à l'écart de ces conversations hors antenne, à l'abri de ce que j'entends autour de cette table parfois. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est très grave et c'est très bête. C'est très bête, mais c'est très drôle. C'est très drôle. Philippe Bilger est avec nous, parce que ça n'est pas le dernier, je tiens à le signaler quand même. C'est même le premier. Oui. Oui, mais ma chère Cécile, vous ne pouvez pas me mettre au sein de ce troupeau. Pas du tout. Mais je vous en prie. Mickaël Sadoun, chroniqueur politique et consultant, mais pas que, visiblement. Non, on va parler d'autre chose. Et Philippe David, et on revient sur cette fracture qui pourrait éventuellement s'accentuer entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, et vous au 0826 300 300. Est-ce qu'il y a quand même, Philippe Bilger, quand même un problème d'ego dans ces partis, parce que Wauquiez et Retailleau, c'est quand même une histoire qui dure depuis longtemps, et il y a quand même un petit problème. Absolument, mes chers amis. Et le paradoxe, c'est que le problème d'ego est éclatant chez Laurent Wauquiez, qui très justement, je serais à sa place, j'aurais peut-être autant de mal à avoir supporté la cinglante défaite qu'il a subie. Et de l'autre côté, paradoxalement, je dirais que Bruno Retailleau n'a pas assez profité de sa victoire éclatante. Comme selon cette formule célèbre, un chef, ça doit cheffer, je l'ai senti par moments presque en posture de timidité à l'idée d'exercer tout le pouvoir qu'il avait le droit d'exercer sur le parti. Non seulement quand il était ministre, une double activité épuisante, mais depuis, et il me semble qu'il faut qu'il retrouve confiance en lui-même à partir du score qui a été le sien et qui lui a donné toute légitimité pour imposer sa règle. J'ai une question à vous poser. Est-ce que, par exemple, Mickaël Sadoun et Philippe, est-ce que ça ne vous gêne pas de vous dire qu'un
ministre a un engagement par ailleurs en tant que président de parti au sein d'un gouvernement. Est-ce que c'est pas quelque chose qui finalement est choquant? Est-ce que c'est pas quelque chose on devrait dire peut-être, voilà, vous êtes LR, mais vous ne pouvez pas représenter un parti dans un gouvernement. Est-ce que ça peut vous gêner? Et moi je me dis... Pas tellement. Non? Ok. Pas tellement, parce qu'au bout d'un moment, il représente une sensibilité. Au contraire, je trouve que ça lui donne une légitimité politique pour intégrer un gouvernement, parce qu'il représente réellement une sensibilité politique du pays. Donc moi je trouvais que c'était pas mauvais. Après je trouve que... Oui, sauf qu'il a un cerveau dans le gouvernement et un cerveau aussi de faire de la politique à l'extérieur. C'est vrai, mais je crois qu'on peut être à la fois... partisan entre guillemets et à la fois travailler pour l'intérêt général, parce qu'il n'y a pas de neutralité absolue et que vous envoyez un ministre de droite ou de gauche dans le même poste. Être partisan et être patron de ses partisans, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, je vous lance ça comme ça. Tu penses que ça peut montrer qu'il pouvait être les deux. Mais là où je vous rejoins, Cécile, sur un autre plan, moi je pense qu'il serait utile pour les Républicains qu'on remette en cause cette absurdité que le président du parti soit en opposition avec le responsable du groupe parlementaire. Il faudrait que le président du parti ait la main sur... Désolé de dire que... tu as raison de dire... Désolé, Philippe. Vas-y. Je suis d'accord avec toi pour dire que Bruno Retailleau n'a pas profité de sa position de leader et qu'il a péché presque par ce caractère trop humble, mais il a fait quand même une petite erreur ou une incohérence dans sa stratégie en disant « Je me retire d'un gouvernement parce qu'il y a Bruno Le Maire qui pourtant vient des Républicains ». Mais j'apporte une certaine forme de soutien à un gouvernement dans lequel il y a des socialistes et Olivier Faure. Donc il a aussi pâti, je dirais, de cette erreur stratégique. Je pourrais répondre une fois que la vérité sera sortie de la vous me connaissez très bien. Non, je voudrais répondre à ce que disait Cécile. Alors moi, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Rappelons-nous quand même l'intermède où Sarkozy a mis la main sur l'UMP. Et qu'il était à Beauvau, il faisait les deux à la fois. Et je pense qu'on peut pas dire qu'il a été un mauvais ministre de l'Intérieur. Ah, c'est pas ce que je dis. Non, mais j'ai bien compris que c'est pas ce que vous aviez dit. Mais moi, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Mais je crois que finalement, ce qui pose question et ce qui pose un vrai problème. Enfin là, il a quand même démissionné parce que ça correspondait pas à ce qu'il voulait en tant que chef de parti. Donc il y a une incidence de toute façon. Non, il a pas démissionné. Il a fait imploser le gouvernement parce que c'est son tweet. Je dirais pas outrancier. Je sais pas comment le qualifier, ce tweet, mais ce tweet qui met les pieds dans le plat et qui éclabousse partout, comme disait ma mère, qui pousse quelque part, le lendemain même, c'est le gouvernement de 14 heures, comme on a dit, Le Cornu a démissionné son gouvernement. Mais en faisant ce tweet, il était certain de ne pas revenir au gouvernement après. Donc c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on vit une période politique inconnue sous la 5e. Quand Sarkozy était à Beauvau et qu'il était président de l'UMP, ça s'appelait l'UMP à l'époque, ça allait parce qu'il y avait une majorité, que le pays fonctionnait, etc. Mais aujourd'hui, plus rien ne fonctionne, le pays n'est pas gouverné. Donc c'est sûr que ça pose beaucoup plus de questions. Paradoxalement, contrairement à beaucoup de critiques, j'ai apprécié le fait que Bruno Retailleau quitte le gouvernement sur une trahison humaine. C'est-à-dire qu'en réalité, il a été scandalisé par le fait que Sébastien Lecornu l'ait dupé, comme un homme qui fait confiance à un autre peut se sentir trahi. Ça m'a fait plaisir de voir qu'on sortait du politicien pour rencontrer une humiliation purement humaine. Merci beaucoup mes amis, tout de suite on y croit.